il s'est trouvé que j'étais amené autour de la COP21, en amont et après, à faire un nombre incalculable d'interventions publiques sur les enjeux du réchauffement climatique, et où j'essayais d'amener en fin d'intervention un certain nombre de pistes à suivre, que j'ai un peu évoqué tout à l'heure. Et il n'a pas manqué une seule conférence où quelqu'un s'est levé en me disant « Mais tout ce que vous énoncez n'est pas possible, puisque Pablo Servigne l'a démontré, l'effondrement est là. » Alors j'en veux beaucoup. Parce que du coup, on a été amené à beaucoup parler de ton bouquin dans les conférences où il était censé présenter le mien. Et où on était censé plutôt parler donc de ton tome 3, que faire face à l'effondrement ou à la crise climatique qui est là aujourd'hui. Et du coup, tu vas être obligé. Mais là, on met la pression sur le tome 3, mais moi, il y a plusieurs choses. Hein, je suis même pas obligé de répondre en fait. Non, mais moi, ce que je veux rajouter une couche sur l'éventuel tome 3, mais il faut pas l'appeler le tome 3 parce qu'on n'est même pas sûr d'écrire, et si on l'écrit pas, on va se taper la honte internationale. C'est que je pense qu'il faut, encore une fois, une multitude de tomes 3. Il faut que cette question soit débattue, mais par plein de secteurs différents, par plein de classes sociales, voilà. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que grâce à la neutralité du tome 1, justement, on a pu être invité dans des milieux hyper différents, mais que je connaissais pas du tout. Et en fait, que ce soit le milieu de l'université, de l'activisme associatif, ONG, y a quoi, les entreprises, petites et grandes entreprises, les hauts fonctionnaires, les partis politiques, les syndicats, etc. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, les réactions sont quasiment les mêmes. À chaque fois, les questions, c'est les mêmes. C'est juste des humains qui pensent à leurs enfants. Et puis, alors, il y a des intérêts privés ou des corporations comme ça. Mais souvent et rapidement, les gens ont un peu honte et les mettent de côté. Et puis, ils se rendent compte qu'en fait, mais c'est une grosse catastrophe. Là, qu'on est tous dans le même bateau. Donc, encore une fois, on a tous en nous un transitionneur et un survivaliste. On a tous ce petit démon qui dit non mais chacun sa merde, tout seul on va plus vite, et puis l'autre qui dit non mais on est tous dans le même bateau, ensemble on va plus loin. Et c'est ça aussi, ces deux archétypes qui se retrouvent en nous, qui se retrouvent dans la société, et qu'on doit faire avec les deux. Et la question politique, elle n'est pas du tout jouée, c'est compliqué. Le principal verrou, moi je dirais, c'est que c'est ça le problème avec le mot effondrement, c'est un mot obus, comme dirait l'autre, comme dirait Paul Ariès. C'est un mot qui explose dans la tête des gens de manière très différente et qui à l'écueil peut empêcher de penser. Il faut vraiment faire un effort de complexifier, de penser, sinon c'est vite La Route, Mad Max, film de zombies, et ça empêche la pensée politique. Ça peut écraser l'horizon, ça peut écraser l'avenir. Il peut y avoir un risque réactionnaire, comme dirait Jean-Baptiste. Il peut y avoir un risque, c'est vrai. Il y a des risques. Mais il y a des risques à ne pas le penser. Il y a des risques de la pensée de la croissance. Et regardez, il y a des risques partout. Il faut prendre son courage à deux mains, il faut traiter les risques et il faut y aller. Et je ne sais plus pourquoi, j'ai perdu le fil. Mais, c'est pas le verrou. Je ne sais plus. C'est pas pour agir politiquement. Je sais plus. Il est tard, là, je suis fatigué, j'étais là au début. Mais c'est bien, je suis plutôt content que la question de l'effondrement revienne régulièrement. Le principal écueil, c'est que ça aplatisse l'avenir. Et en fait, tout notre travail consistait justement à remettre de la pensée complexe, à remettre des nuances de gris sur un concept qui peut être blanc ou noir, et je pense que ça peut, si on le travaille bien, ça peut être fertile pour la politique. Et le principal verrou, c'est que si un politicien, j'allais dire Édouard Philippe, non mais il l'a déjà fait, mais il parle d'effondrement, ça peut paniquer les marchés. Heureusement, ça l'a pas fait là, mais c'était une petite vidéo Facebook et puis c'était pas très sérieux. Mais je pense que si Emmanuel Macron arrive, ou je sais pas, quelqu'un qui a plus de pouvoir annonce un plan stratégique pour l'effondrement,
bon, faut voir là, comment les marchés vont réagir, mais ça peut précipiter ce qu'on voulait justement éviter. Donc il y a des verrous aussi là-dedans. Et ça, on le remarque beaucoup. Enfin, dans les milieux dans lesquels on est invité, beaucoup de gens sont très conscients. Même chez les hommes politiques, mais soit ne veulent pas agir, soit ne peuvent pas agir, soit tout simplement ils n'ont pas eu le mandat pour le faire. Ils n'ont pas été élus là-dessus, donc ils s'empêchent de le faire. Ou soit il n'y a même pas les leviers politiques parce que la conception, la structure même de notre comment dire, organisation politique en France là est pas du tout adaptée à penser les questions de long terme, à penser ça. Donc on n'a pas assez d'outils conceptuels et même pratiques pour le faire. Mais je suis content qu'on en parle beaucoup. Merci. Voilà. C'est pour continuer en fait dans la politique. Les questions. Enfin, comment est-ce que ça peut passer par la politique institutionnelle telle qu'elle est maintenant, ou est-ce que c'est de la politique un peu plus de comptoir qui va essayer de remonter et on essaye de se passer de la politique institutionnelle telle qu'elle est et essayer de faire les choses nous-mêmes? Mais j'ai l'impression que ça risquerait d'être un peu trop long ou pas assez efficace si on ne prend pas les choses à bras-le-corps au niveau institutionnel ou gouvernemental, ou au moins sur une plus grande échelle. Et au niveau des engagements politiques, la plupart des... Tu disais par exemple au niveau des différents... je cherche... Ouais, la diversité dans le dissensus en fait. Si on essaye de fédérer, on risque de ne plus avoir de dissensus et d'écarter des idées qui seraient un peu marginales pour garder les principales. Et si on essaye de rester dans le dissensus, et ben, du coup on ne peut pas fédérer. Et on le voit du coup avec les Gilets jaunes par exemple en ce moment. Et du coup j'essaye de me demander, par exemple pour tout ce qui est des étiquettes politiques qu'on peut avoir, tout de suite on va être taxé et du coup on va être rangé dans une case. Et du coup ça va être on prend pas, oui, non. Et du coup, je ne pense pas moi personnellement que dans la politique institutionnelle qu'on a maintenant, on puisse arriver à regrouper toutes ces idées-là qui sont différentes, voire contraires. Et du coup, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Merci, ouais, c'est une super question parce qu'elle est multidimensionnelle. En fait, là... Est-ce qu'on peut changer les choses radicalement avec l'institution telle qu'elle est? Enfin, moi, je pense que c'est pas possible. Il y a trop de verrous. Et que ce soit financier, à l'Europe, économique, politique, tout ça. Pour moi, il faut les déverrouillages rapides, parce que là, on parle bien d'accélérer les choses, se font par des ruptures. Par exemple, à Cuba, dans les années 90, c'est l'exemple que tous les bons transitionneurs se doivent de sortir. Donc il y a eu une rupture majeure parce que c'était un pays sous embargo états-unien, et puis il y a eu un effondrement du bloc soviétique, donc ils ont vécu un enfin pour eux c'était pas mini, mais un effondrement grandeur nature, avec diminution drastique de l'importation de pétrole, de diesel, voilà, des ruptures des chaînes d'approvisionnement, etc. Et c'était dur. Ils ont vécu toute une sorte de transition forcée, c'était compliqué. Il y a eu des déverrouillages massifs, rapides et brutaux. C'est-à-dire que, par exemple, l'agriculture industrielle, elle ne marchait plus, parce qu'il n'y avait plus d'engrais qui venaient de je ne sais pas où. Et justement, Castro a dû appeler Chavez et « Envoie-moi des engrais vite !» Sinon, le tabac et la canne à sucre, c'est les deux principales sources d'argent qu'ils avaient, allaient s'effondrer. Par contre, ça a permis de déverrouiller dans le sens où l'agriculture bio, agroécologique, urbaine, a complètement explosé, parce qu'on en a eu besoin. Et alors il y a eu une nécessité fait loi, il y a eu une pression par le bas et par le haut, c'est-à-dire que l'État, au gouvernement, il y avait des gens pas bêtes
j'ai rencontré un ancien du ministère de l'Agriculture qui a dit bon, c'est la catastrophe, moi je sors de mon bureau, je sers à rien comme technocrate, bah, je vais aller fonder une ferme urbaine qui était à l'époque où j'y étais en 2010 la plus grande ferme urbaine à La Havane. Il produisait pour tout son quartier dans une cité et tout. Il était agronome et au lieu de faire des papiers, il est descendu faire des choses et il a dit à l'époque on a voté des décrets pour obliger toute l'agriculture urbaine à se déployer. Donc ils filaient des terrains et ils obligeaient à que ce soit bio, aucun produit chimique en ville. Enfin, ils ont fait plein de trucs pour voilà, et ça c'était possible parce qu'il y a eu une grande rupture. Donc la question c'est, on a besoin de rupture, mais pas trop grande quand même, sinon c'est le bordel. Mais pour déverrouiller à tous les étages, voilà. Et la question aussi que tu poses, c'est la question de la taille. Et là, un grand verrou, là, c'est la démesure et la taille des systèmes. Et là, on a la question avec toute l'affiliation intellectuelle de Illich, Schumacher, Small is Beautiful, Léopold Kohr, tout ça. C'est est-ce qu'on n'est pas dans des systèmes beaucoup trop gros, trop complexes, qui sont du coup contre-productifs? On a passé au-delà du seuil de convivialité. Et donc, la question est, est-ce qu'on peut changer des macro-systèmes comme ça? Peut-être pas. Est-ce qu'on peut les réduire? Et c'est toute la question politique de la décroissance. Les réduire pour qu'ils reviennent à une taille humaine. Et comment on fait? Et là, c'est hyper complexe comme question, parce que réduire un système complexe, c'est-à-dire le déstabiliser, en général, ça le fait s'effondrer. Et il y a vraiment une toute petite voie, une crête, on the edge of chaos, disent les Anglais, une toute petite crête qu'on peut essayer. C'est comme c'est quoi le jeu où on enlève les bouts de bois et tout s'effondre, là, le cadeau, c'est ça? Ben, c'est un peu comme ça. Et il faut être très fin, ou un château de cartes en fait, il faut enlever les cartes un peu. On peut décroître, mais au niveau des structures, ça les rend hyper instables et on est encore plus soumis à des risques systémiques globaux d'effondrement. Donc c'est difficile comme question, et je pense que les déverrouillages se font en revenant à plus petite échelle, ou en tout cas en décentralisant, en décomplexifiant. Mais ça, c'est une question politique, c'est vachement dur, quoi. Et puis après, tu as posé la question des étiquettes. Enfin, ouais, si on se remet dans des étiquettes, nous on a passé notre temps, enfin moi je passe mon temps à essayer d'aller au-delà des étiquettes, de pas recloisonner. Les étiquettes, ça cloisonne. Ouais, toi t'es un bisounours, toi t'es un survivaliste, toi t'es nanana, toi t'es nanana. Et en fait, derrière chaque étiquette, il y a des abrutis, il y a des gens très intelligents. Et donc, moi je préfère aller au-delà des étiquettes et voir humainement qui sont les gens, et voir les idées en détail, etc. Et c'est vrai que quand on veut organiser vite les choses, on fait vite des étiquettes, des groupes, et là ça pose des problèmes. Et on développe un peu ça dans notre livre L'Entraide, dont je vais pas parler d'ailleurs ce soir. L'Entraide, l'autre loi de la jungle, qui est paru il y a un an, un peu plus, au lien qui libère, et qui est aussi un grand champ de recherche, je dirais, en collapsologie, qui est la question du vivre ensemble, et de est-ce qu'on va tous s'entretuer. Et là, on pose la question de la taille des groupes, de la coopération entre groupes, etc. Mais c'est tellement vaste que je ne sais pas quoi dire d'autre que des choses un peu abstraites. Bon, bonjour. Alors moi, je suis venu parce que j'ai vu des jeunes gens autour de moi qui me parlaient de toi, déjà un petit moment, et je suis venu, j'ai fait quelques kilomètres pour venir. Mais j'avais pas lu tes bouquins. Et il n'y a pas longtemps, ce qui m'a décidé, c'est que j'ai vu une vidéo de toi avec Ruffin dans un bar et tu buvais une bière. Je me suis dit, ce mec-là, il n'est peut-être pas tout à fait mauvais. C'est la bière ou c'est Ruffin qui t'a fait changer? Et du coup, je me suis offert à Noël l'Entraide de l'autre loi de la jungle, pensant que c'était le tome 3. Alors déjà, c'est l'arnaque, parce que j'ai l'impression que c'était pas le tome 3 et qu'il allait falloir attendre. Mais il y a quand même un lien entre, là tu vois, tu as commencé à le développer, entre ce bouquin, L'Entraide, et les deux premiers tomes. Oui. Oui, en fait, l'Entraide, c'était entre les deux. Bon, pour refaire, mais très rapidement, parce que sinon on va pas faire tourner le micro, mais en fait, l'entraide, c'est mon dada depuis 10-12 ans. C'est venu avant la question de l'effondrement, du collapse. Et moi, j'ai fait ma thèse sur les fourmis, et j'étais passionné par tout ce qui est société animale, auto-organisation, comment les animaux prennent des décisions collectives. Enfin, c'est passionnant, comment les champignons, les bactéries, les chimpanzés, les orques, tout le monde s'entraide, en fait.
Et donc on a creusé cette question de manière souterraine pendant 10-12 ans. Puis entre-temps est venue la question du collapse, on a fait comment tout peut s'effondrer. Mais à la fin de comment tout peut s'effondrer, il y a la question, on l'appelait sociologie de l'effondrement, est-ce qu'on va tous s'entretuer dans les années qui viennent? Et en fait, il y avait plein de réponses que j'avais déjà par toutes mes recherches sur Entraide. Donc on a finalement décidé de sortir ce tome. C'est une autre maison d'édition parce qu'on avait déjà promis et tout ça. Et et à la fin, ça nous a permis de faire un petit épilogue collapsologique entre guillemets qui répondent comment l'exploration de l'éventail du vivant, mais c'est fou, hein, c'est merveilleux, c'est passionnant, et ça crée des déclics et ça fissure notre imaginaire de la loi des plus forts, de la loi de la jungle, on va tous s'entretuer, on est tous des zombies potentiels. Enfin, vraiment, ça fissure tout. Et ça permet d'amener un vent nouveau et de repenser. Voilà, c'est ça qu'on voulait, c'est redonner un autre imaginaire pour que les gens qui sont à fond sur les questions politiques et pratiques s'en emparent. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de très théorique et pas assez pratique, enfin pas très pratique ou pas très politique dans le sens institutionnel. Donc voilà, si je peux un peu changer les imaginaires, moi je suis déjà hyper content. Et après, on est revenu sur le tome 2, et puis voilà. Mais l'entraide, en fait, Ruffin, c'est le tome qu'il a préféré. Il m'a dit, ouais, c'est ça qui me fait kiffer. Voilà. Et puis le fait, ouais, que quand même la question écologique ou des crises globales, on peut pas la mettre sous le tapis. Il est obligé de s'en emparer. Donc c'est le tome 1 était quand même un outil puissant pour renouveler un peu l'imaginaire politique aussi. Oui, bonsoir. Loïc Stéphane. Bonjour Pablo. Théo. Il me cherche. Dans la partie sur l'ontologie, voilà, t'as pas traité les grands systèmes religieux qui fascinent. C'est une volonté ou c'est parce que vous étiez démunis sur ces questions? Alors là, tu parles du chapitre 5 ouais. Sur les ontologies, donc dans Une autre fin du monde est possible. Et on a proposé de faire un pas de côté et d'imaginer, d'aller s'inspirer de tous les travaux d'anthropologues qui décrivent comment d'autres sociétés non occidentales, non modernes, appréhendent les autres qu'humains, etc. Donc il y a les animistes, plein de choses. Et même avant ici, il y a 300 ans, dans l'Europe pré-moderne, il y avait déjà aussi un certain animisme et tout ça. Et donc nous, on disait, c'est peut-être des pistes pour aller comprendre ces gens-là et ces cultures. Ce sont des pistes pour nous aider, nous, à retrouver des liens avec le vivant, avec les autres qu'humains, qu'on a perdu à cause de cette cassure nature-culture de la modernité. Et donc ta question, parce qu'il y a une petite coupure de micro, c'est les systèmes religieux. On n'a pas parlé des systèmes religieux. Oui, aujourd'hui, les systèmes religieux façonnent l'imaginaire et une relation à la nature qui est différente et qui peut être un point d'appui pour des questions politiques ou un point de freinage et de verrouillage. Ouais, on n'a pas trop développé la question parce que moi je suis pas très calé en système religieux. Après, pour une autre version du manuscrit, tu pourrais nous aider. Non, mais en fait, on s'est amusé à citer le Laudato Si, le pape. Ce qui est intéressant dans la dernière encyclique, c'est qu'il a fait un virage. Tiens, je crois que j'ai noté la phrase. Il y a eu un virage. C'est où ça? Où il critique l'anthropocentrisme. Parce que moi, dans mon éducation, judéo-chrétienne, c'était asservisser la nature, c'est l'Ancien Testament, et c'est ça que j'avais en tête. Il fallait lutter contre la pensée judéo-chrétienne pour retrouver un lien plus sain avec la nature. Et puis voilà que le pape, dans son Laudato Si, il dit « Si l'être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et qu'il se pose en dominateur absolu, la base même de son existence s'écroule. » C'est
il parle d'effondrement, il fait un virage à 180 degrés. Du coup, je trouvais ça vraiment intéressant. Et ça, pour moi, dans ma volonté de faire du lien, justement, et de décloisonner, hein, je trouve ça super qu'il ait réussi à embarquer les catholiques, en tout cas, peut-être plus, dans cette pensée voilà, écologiste, et même plus d'effondrement. Il parle d'effondrement. Donc après, j'y connais pas plus. On a un peu parlé de bouddhisme, parce qu'il y a des liens, parce que Johanna Macy a fait beaucoup de liens, donc sur leur pensée de l'interdépendance radicale de tous les êtres, de la compassion. Ce que j'aime beaucoup dans le bouddhisme aussi, c'est leur vision de l'espoir. En fait, ils n'aiment pas du tout l'espoir. Les bouddhistes, ils disent l'espoir et la peur vont main dans la main. Parce que l'espoir te sort du moment présent. Et donc, du coup, Johanna Macy, qui est très imprégnée de ça, elle a proposé, elle n'aime pas du tout l'espoir non plus, et elle a proposé un nouveau concept, c'est le active hope, c'est pas hope, c'est active hope, que en français on a traduit, donc c'est l'espérance en mouvement. Voilà, c'est Michel Maxime Aguerre qui l'a traduit. Le concept d'espérance chez les chrétiens est assez intéressant, je ne connaissais pas. Et donc elle définit le active hope, l'espérance, comme pas du tout l'espoir comme le fait de s'imaginer si ça va réussir ou pas, est-ce qu'on s'engage, est-ce que ça a une chance de réussir. Souvent c'est ça notre conception. Bon, ton truc là, ça a une chance de réussir ou pas? Bon, bah j'ai un peu d'espoir, j'y vais. Ben, c'est pas du tout ça, viens au moment présent, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est ancré, qu'est-ce que tu penses qui est le plus juste en ce moment à faire, qui te correspond le mieux, qui est le plus ancré, mets tout en place pour que ça arrive, c'est tout. Et devant, il peut y avoir un brouillard, on n'est même pas sûr si ça va réussir ou pas. Ce qui compte, c'est d'être aligné et d'aller vers ce que tu crois être juste, point barre. Et c'est beaucoup plus pragmatique et intéressant. Et ça venait du bouddhisme. Voilà, c'est plic-ploc, mais je te dis, c'est un livre, je dirais, très coloré. C'est une sorte de mosaïque. Alors parfois, ça peut être un peu maladroit, parfois c'est bizarre pour une pensée qui n'a pas l'habitude, mais on a voulu justement mettre un peu de couleur dans ce débat. Mais je pense que toutes les questions là qu'on a ouvertes, et c'est par définition l'écueil d'une entreprise transdisciplinaire, c'est de ne pas aller au fond des choses, c'est qu'on reste au gros pinceau et on fait des liens. Voilà. Les chantiers sont ouverts. Merci de le maintenir ouvert. Moi j'ai une question. Ça va être pratico-pratique, parce que je suis une petite agricultrice dans le Gers, et dans un tout petit village. Et ma question est, comment on fait face au déni? Le déni de qui et sur quoi? Le déni de la collapsologie, de l'effondrement, des voisins, etc. Les voisins, les amis, la famille. C'est ça. Ouais, c'est une grosse question. En général, et c'est pour ça qu'il y a du monde aux conférences, j'ai remarqué, c'est parce qu'on aime bien enfin voir que il y a des gens qui pensent la même chose que moi, et puis on est content et tout ça. Aller tous au bistrot, parler, faire la fête, ça fait du bien. Effectivement, moi j'ai pris l'habitude de pas essayer de convaincre, de pas y aller en mode yang, agressif ou même voilà, parce que comment dire, quand on découvre ça, peut-être une vidéo YouTube, peut-être des bouquins, on est tout seul, souvent, hein. Et alors on n'aime pas se sentir seul, et du coup on veut convaincre pour pas se sentir seul, le dire à son proche et tout ça, pour partager, parce que c'est hyper dur de garder ça pour soi. Et donc on veut convaincre, et alors là, si on cherche à convaincre et que la personne n'est pas prête, ça braque, et c'est compliqué. Donc moi j'y vais avec la posture de partager des choses passionnantes. Mais il faut que la personne soit prête. Donc ça dépend de chaque personne du public. On ne peut pas dire la même chose avec des publics différents. Il y a quelque chose de très fin. Et puis en fait un autre truc, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est que si tu vas avec les chiffres, ça braque plein de gens et puis ça divise. Tout ce qui est rationnel divise.
globalement, hein, c'est pas une loi générale, mais et puis tout ce qui est émotionnel rassemble. Si tu parles à quelqu'un des éoliennes, puis du nucléaire, puis non, il faut tant de mégawatts pour machin et tout, non seulement ça peut être chiant pour des gens, mais on peut te dire mais non, mais c'est 34 mégawatts quand même. Hein. Et puis, alors si tu dis moi j'ai peur pour mes enfants, je suis triste, t'as juste envie qu'on me prenne dans les bras. Et puis donc il y a aussi ça, la question de l'écoute, de déposer ce qu'on a et voilà, de développer une écoute active. Donc c'est pour ça que on a besoin de parler en fait. On a besoin de parler, on a besoin d'écouter. Et pour ça, il faut faire des cercles d'écoute. Profitez-en maintenant pour prendre des contacts de tout le monde là. Et puis, posez-vous, faites des soirées, collapso, j'en sais rien. Et pleurez, sortez votre colère, bourrez-vous la gueule, échangez des bouquins et rigolez. En fait, il y a plein de joie et d'enthousiasme qui sortent de tout ça. Est-ce qu'une fois qu'on a posé la colère, la tristesse, derrière il y a plein de choses qui arrivent et qui sont de l'ordre du mouvement, de l'enthousiasme, qui font vraiment du bien. Voilà. Donc, je sais pas quoi dire d'autre. Merci. Bonsoir. Je me demandais si la collapsologie c'était une prise de conscience ou une notion occidentale, et ou si c'était répandu du côté de l'Asie, de l'Inde, de la Chine. Ah, si vous pouvez m'aider là. Je sais. En fait, nous, on a été beaucoup influencés par les publications scientifiques et les livres anglophones. C'est notre biais de recherche. Donc je sais que c'est très présent au milieu anglophone, dans les blogs, enfin plein de choses. Depuis la sortie du livre, on a des indices que l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas sont très intéressés par cette pensée. Alors, quand on dit cette pensée, c'est quoi? Collapsologie, nous, on s'est amusé à inventer un nouveau mot, mais globalement, on n'est pas du tout les premiers. Et la pensée d'un possible effondrement, c'est là depuis des décennies. Si vous voulez retomber même des millénaires, enfin voilà, on peut faire la filiation. Mais peut-être cette pensée un peu structurée. Collapsologie, hein, c'est le logos, donc c'est la raison, comment la science nous permet de penser ça. Et dans le deuxième tome, on développe la collapsosophie, c'est-à-dire la sagesse, tout ce qui sort du champ de la science. Et on devait vraiment pas tout mélanger. Il y a ce que la science peut nous apprendre, et puis il y a l'éthique, la morale, les émotions, tout ça, le spirituel, collapsosophie. Moi, enfin, ce mot-là, il se retrouve pas ailleurs, mais je sais qu'il y a des Japonais récemment qui nous ont demandé pour la traduction du livre. Donc j'imagine qu'il y a une pensée là-bas, mais il faut explorer en fait. Et maintenant, pour moi, là je prends un peu de repos, de recul. Pour moi, vient le temps de renforcer ce qui émerge en fait. D'être peut-être moins présent dans les médias et tout. Pour moi, c'est un peu fatigant tout ça. C'est pas mon rôle en fait. Et de mettre la lumière sur tout ce qui émerge, en particulier dans les autres pays. Alors c'est compliqué quand on veut pas prendre l'avion, mais bon, il y a encore Internet, faut en profiter. Du coup, faire des liens assez forts. Ouais, et jouer avec cette diversité peut-être d'approches qui sont à découvrir. Donc c'est une piste de recherche. Ouais. Bonsoir. C'était peut-être pour apporter un élément sur l'action, mais peut-être pour rejoindre l'action et le spirituel. On est nombreux ici, et il y a une chose que tu as sur ton site internet qui est intéressant, et c'est qu'on est tous des vecteurs pour planter de nouvelles graines. Et je crois sur ton site internet, tu as mis en accès ton matériel pour certaines présentations, pour qu'on puisse le réutiliser et organiser soi-même des soirées dans notre ou des journées en entreprise, dans le bar du coin, avec nos voisins.
Et je pense que c'est une chose belle, à la fois, d'éducation populaire, de se réapproprier les choses et d'en partager avec des gens qui ne sont pas forcément convaincus, qui ne sont pas forcément peut-être venus ici. Et c'est un peu ça relie avec le mouvement des Gilets jaunes. Ils sont sortis, ils ont discuté, et là, une action possible, mais qui n'est pas vraiment une action, qui est plutôt une réflexion et une discussion avec ses voisins, recréer du lien avec ses voisins, organiser. Voilà, quoi. Je pense que c'est une action où chacun de nous, en tout cas moi, c'est un truc que j'ai envie de faire. Voilà, et je me dis que je ne dois pas être le seul, et voilà, je voulais dire qu'il y avait une belle démarche d'éducation populaire pour se réapproprier les données scientifiques, et voilà, et allons-y, quoi. Merci. Oui, bonsoir. On parlait d'éducation. Moi, je suis prof en collège et lycée. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut parler aux jeunes de tout ça sans les effondrer? Ça m'arrive d'en parler à chaque fois que je peux, glisser quelques mots selon le programme. Je suis prof de SVT. Et l'an dernier, je crois qu'il y a une petite... elle est sortie bien triste, quoi. Donc voilà, comment agir, parce que mais rapidement, sur les jeunes, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que les jeunes, ils réagissent beaucoup mieux que les vieux. Mais voilà, encore une fois, c'est des règles générales, mais j'ai déjà fait des conférences chez des jeunes, des ados, des très jeunes. Il y avait des très jeunes dans la salle, et ça réagit très bien. Moi, ce que je vois où ça réagit mal, c'est par exemple si vous vous empêchez d'en parler, ça vous travaille, vous empêchez d'en parler, ils vont le sentir, ils vont l'apprendre ailleurs. Je veux dire, madame, vous nous avez pas dit ça? Il y a une sorte de franchise. Je pense que les jeunes, et plus on est jeune, plus on sent quand l'adulte est aligné. Et moi, ce qui est le plus important, c'est pas de préserver le jeune, c'est d'être aligné avec ce qui vous paraît, encore une fois, juste. Et dites, ouvrez, faut ouvrir son cœur. Dites, moi j'ai peur de vous le dire par exemple, ou je suis triste, mais dites franchement ce que vous avez. Et ça passe super bien, mais c'est leur monde. Ils vont s'habituer, ils vont pareil, moi je suis né dans les années en 78. J'ai choisi de naître là, donc je me suis adapté. Et le monde était déjà affreux. Voilà, mais on s'habitue, chaque génération s'habitue. Et puis, et comme je dis souvent, dans 30 ans, quand je serai un vieux con, réac, mes enfants, mes petits-enfants, ils comprendront super bien leur monde. Ils seront déjà en train de démonter les immeubles et les voitures en ville pour amener le métaux et les verres dans les communautés autogérées des périphéries urbaines et tout ça, avec leurs véhicules low-tech et machin chose. Moi je serais là, mais et il est où votre téléphone portable? Il n'y a pas internet, je sais plus quoi faire. Enfin, voilà. Non, mais je pense que justement, faites des exercices d'imagination. Ça, je l'ai fait, ça marche bien. En éducation populaire, on fait souvent, donc faites un scénario, faites-les réfléchir, par exemple, vous faites plusieurs tables, et même chez les adultes, ça marche bien aussi. Et vous dites, bon voilà, il y a un scénario catastrophe, vous le décrivez, et puis cette table va réfléchir à une issue sombre, une issue happy end, et une issue un peu complexe, moyenne. Et puis vous faites bosser 1 heure, 1 heure et demie, avec des dessins, tout ça, et à la fin, tout le monde doit raconter l'histoire avec des vrais personnages. L'important, c'est les personnages. Et puis après, c'est une super manière de discuter de ce qu'on ressent, et puis moi j'ai entendu, mon père m'a dit changement climatique, nanana, moi il m'a dit gilet jaune, nanana, moi il m'a dit nanana. Et puis ça fait parler les jeunes, ils peuvent s'exprimer. Enfin, il faut plus les laisser s'exprimer que leur bouler le crâne, je trouve. Mais bon, après... Merci. Bonsoir. Très rapidement, merci à la librairie et aux différents intervenants de la journée. J'y étais depuis le début, j'ai appris beaucoup de choses, c'était très intéressant. J'ai une question peut-être un peu dérangeante, mais je pense que c'est intéressant de vous la poser parce que je suis en train de découvrir les travaux d'Edgar Morin qui parlent de complexité, qui parlent aussi de l'importance d'être perturbé pour pouvoir évoluer dans sa façon d'être.
Et il y a quelque chose que je trouve un peu ambivalent dans votre approche. Il y a d'un côté votre approche complexe des choses que je trouve vraiment bien, dans le sens où ça répond à cet impératif de complexité du réel, pour mieux saisir le réel. Et il y a l'autre côté, l'aspect collapsologie, qui est quelque part... Alors, dans le titre de votre bouquin, c'est comment tout peut s'effondrer, où vous gardez quand même un principe d'incertitude par rapport à ce qui va arriver. Et malgré tout, on sent quand même dans votre réflexion, et c'est peut-être ce qui vous bloque, c'est pour ça que j'espère que ça va vous aider ma question, c'est que j'ai l'impression que ce qui vous bloque, c'est que vous êtes malgré tout dans une idéologie de tout va s'effondrer. Vous écartez malgré tout cette incertitude, quoi qu'il arrive. Il y a cette ambivalence-là, donc c'est pour ça que j'ai ambivalent, je ne suis pas certain de... Et je me dis peut-être pour vous aider à avancer dans votre réflexion, c'est de bien garder à l'esprit que... Et c'était un peu là, ça va un peu à rebours de tout ce qui était dans les questions précédentes, c'est que si forcément on est face à cette idée que tout va s'effondrer, on a de quoi être en détresse, triste, etc. Mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est juste une éventualité. Ça a de fortes probabilités d'arriver, mais malgré tout, on peut faire en sorte... Moi, si par exemple j'ai dans l'idée que tout va s'effondrer dans quelques années, j'ai pas forcément envie de m'associer avec les gens pour... faire quelque chose de mieux pour m'en sortir. J'ai peut-être envie, au contraire, de me replier sur moi-même, de me faire un max de fric et d'aller me planquer. Peut-être, mais beaucoup de gens, non. Voilà. Non. Je suis totalement d'accord avec ça, mais c'est pour vous dire que voilà, ce genre de raisonnement peut amener à ça. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que voilà, peut-être garder à l'esprit que ça va pas forcément arriver. Et peut-être que c'est se fermer l'esprit que se dire que la collapsologie, c'est voilà, se mettre des œillères par rapport à tout ce qui pourrait être ouvert en fait. Ouais, alors justement, ça c'est l'écueil dont je parlais tout à l'heure, le risque de fermer l'horizon. Mais en fait, moi je suis totalement d'accord avec Edgar Morin, la pensée complexe d'incertitude. Et si on lit bien le livre, on reste dans l'incertitude. Là où ça peut ne pas être clair, c'est qu'on a pris... j'allais dire, on a utilisé la pirouette philosophique de Jean-Pierre Dupuy, du catastrophisme éclairé. Et lui, il dit, la catastrophe est incertaine, elle est probable, elle est ce qu'on veut, on n'a pas les moyens de le montrer que c'est sûr, mais, et c'est là la pirouette, on va la considérer comme certaine pour pouvoir avoir une chance de l'éviter. Parce que si on la considère comme certaine, on va se mettre en action, et on va mettre des choses en place pour qu'elle n'arrive pas. Et c'est ça le paradoxe philosophique, c'est qu'en la considérant comme certaine, elle n'arrive pas. Et j'ai remarqué que certaines personnes bloquent là-dessus, ils y croient pas. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma démarche, et je la trouve quand même fertile comme idée. Et c'est peut-être là que vient l'ambivalence, comme vous dites. Et après, il y a la question de l'intuition. Chacun a ses convictions, son intuition, et là, ça sort beaucoup, et bon, voilà, faut agir. Il y en a qui sont vraiment convaincus, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, et ils agissent du coup. Moi, j'ai remarqué, hein, à force de côtoyer beaucoup de gens, beaucoup de public, que c'est vraiment une question qui met en mouvement. On a l'impression que l'effondrement, ça sidère et on va plus rien faire. Peut-être c'est une petite phase, mais en fait, ça met beaucoup en mouvement. Et c'est ça l'angle mort qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est que ces questions de catastrophe, mais ça, plus que ça décomplexe, ça libère vraiment beaucoup d'énergie. Et l'écueil, c'est que ça peut être d'énergie négative ou positive, mais ça fait des phases. Hein. Le moment de sidération, c'est comme les phases du deuil. Vous voyez, la première phase du deuil, de sidération, elle est bien décrite par les psychiatres. Elle est marrante parce que elle est intéressante parce que il y a la sidération, mais il y a aussi l'action. La personne qui a perdu un être proche, il fait plein de choses. Il fait des enveloppes pour l'envoyer aux proches, il fait des cérémonies, il range. Et en fait, c'est typiquement ce qu'on observe. Là, la question, ceux qui découvrent les grandes catastrophes, puis ça fait des années que c'est là, hein, mais ceux qui le découvrent maintenant, il y a un peu de sidération, et puis l'action, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un côté première phase du deuil, et c'est pour ça qu'on proposait aussi de plonger dans toutes les phases par anticipation, de déjà traverser ça, pour pas se retrouver désarçonné quand les vraies tempêtes vont arriver. Donc,
C'était la proposition de Une autre fin du monde est possible. Mais merci de continuer à maintenir la vigilance sur le risque d'écraser l'horizon, qui est un risque vraiment toujours présent. Donc il faut réinventer, il faut stimuler les imaginaires, il faut recomplexifier à chaque fois, aller derrière les étiquettes, participer à refaire des scénarios. La science-fiction, on en parle aussi, c'est un magnifique outil, anticipation science-fiction, pour se remettre à reconquérir le futur, se réapproprier le futur, etc. On va prendre la dernière question. Ok, ouais, je parle beaucoup, en fait, à chaque question. Bonsoir. Donc, tout d'abord, merci d'apporter cette dimension d'émotion et d'intériorité dans des débats qui sont souvent très techniques, très technocratiques, très politiques. Pour moi, c'est essentiel. Et merci surtout d'apporter cette notion d'éco-psychologie en France qui existe aux États-Unis depuis 30 ans et qui en France est quasiment absente, du moins dans certains ancrages universitaires. Moi, je suis un 2 de psycho en ce moment. Et on en parle en psycho ? Non, pas du tout. Pas du tout. Depuis que ce bouquin est publié, je suis plus trop pris pour un gugus quand je parle de la relation entre l'être humain et la nature. Et en tout cas, voilà, c'est en train de faire bouger des lignes, du moins dans la communauté des psys. Enfin, on voit de plus en plus se multiplier les thérapies par la nature et tout ça. Il y a beaucoup d'associations qui montent des projets, notamment, et là, pour parler un petit peu de ce dont on a parlé aujourd'hui autour de l'enjeu de reconnexion de l'être humain et la nature, qui est un enjeu, au final, quasi civilisationnel. On est pas mal d'associations à travailler depuis plusieurs années avec des adolescents en très grande difficulté et on vient leur permettre à travers la nature, permaculture, thérapie animale et compagnie. C'est l'effondrement. Et voilà, il y a cette question de comment, en nous réconciliant à la nature, aussi on se réconcilie avec le lien à l'autre. Du moins, c'est ce que ces associations travaillent sans le théoriser avec l'éco-psychologie depuis une trentaine d'années, notamment autour de ce qu'on appelle les séjours de rupture. Je vous parle d'adolescents en très grande difficulté psychique. Donc, on le sait, la nature apporte une dimension d'apaisement, de ressourcement. Après, moi, la grande question dans laquelle je suis, et voilà, c'est que, en même temps, la reconnexion à la nature amène aussi un risque d'effondrement psychique, dans le sens où ça nous reconnaît ce qu'il y a profondément d'archaïque en nous. Et en fait, toute notre identité des structures. Ouais, en fait, toute notre identité, notre construction identitaire, eh bien, on se base sur une délimitation entre l'extérieur et nous-mêmes. Et au final, cet enjeu de reconnexion avec la nature, qui est passionnant, pour lequel je milite et pour lequel je te remercie de porter toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui, c'est complexe. C'est très complexe, parce que si on se reconnecte à la nature, au final, est-ce qu'on risque pas aussi de se perdre? Et comment est-ce qu'on fait pour garder cet ancrage, cet alignement dont tu parles? Il y a des personnes, par exemple, j'étais à un stage d'éco-psychologie il y a quelques semaines, et pour qui la reconnexion à la nature peut aussi provoquer d'énormes angoisses. Donc tout ça est complexe et il y a un énorme enjeu pour que la communauté des psys et des non-psys, des militants de tout le monde s'empare de cette question. Et même merci. C'est pour ça qu'il faut le faire ensemble. Ouais. Les collectifs, les rituels, depuis des milliers d'années, l'humanité s'est créée sur des rituels collectifs de partage de la peine, des douleurs, du deuil. C'est ça qui soude les communautés. Si tu le fais à 2, à 3 de manière maladroite ou tout seul, il y a un risque vraiment de... Voilà. Mais c'est dur. Hein. Et sur la psychologie, Jung, qui est très utilisé, très cité en milieu anglo-saxon, sur les archétypes, les ombres et tout, Jung, il est complètement absent en France, parce que Lacan et Freud ont pris le pouvoir, en fait. Et c'est terrible. Et Jung est passionnant, quoi. Enfin, je trouve, en tout cas. Moi, j'ai découvert ça par les anglo-saxons. Bonjour. Dernière, c'est l'heure. Moi, je vous posais une question par rapport à la médecine. Moi, je veux dire, j'ai aucune idée de comment on fabrique des médicaments. Je sais pas est-ce que, par exemple, le pétrole est nécessaire dans cette fabrication. Du coup, c'est vrai que, est-ce que dans le futur, est-ce que la médecine sera beaucoup impactée par ça? D'accord, comment on fera pour... c'est vrai que, est-ce que... Ce sera totalement différent. Il va falloir tout repenser.
C'est vrai que par exemple, traiter un cancer, est-ce que ça sera encore possible ou plus du tout, par exemple? Mais c'est comme pour tout. Je veux dire, la médecine ultra technologique, qui dépense beaucoup d'énergie, de matériaux, des terres rares, voilà, tout ça, bah, c'est clair qu'à un moment, il va falloir penser à la possibilité que ça n'existe plus. Et puis, comment on a fait avant cette médecine? Est-ce qu'on peut encore le déployer? Est-ce qu'on a encore assez d'herbes sauvages pour toute cette population? Enfin, de plantes sauvages, je veux dire. Enfin, il y a des questions immenses. C'est une question qui me travaille depuis 6-7 ans, depuis le début du mouvement de la transition. Et j'ai encore jamais trouvé personne pour la déployer dans toute sa complexité. On se dit, ouais, bah voilà... l'automédication, les plantes, voilà, nanana. Mais ça reste encore un début de chantier. C'est une grosse question. Ouais.